Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers. Gabou! Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau. Au drapeau! C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Reposez! Oh! Repos! Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux? Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.
Commémoration des 80 ans de la libération de la ville de Bastia. Cette cérémonie est présidée par Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Je vous propose de débuter cette cérémonie par l'interprétation de l'Oranger par les élèves de la classe à horaire aménagé musique du collège Simon Vinciguer à Bastia. Lecture intergénérationnelle de l'historique des combats de la libération de Bastia par les élèves du collège Simon Vinciguer et M. Brandicius Alberici, ancien combattant des troupes aéroportées. Le 3 octobre, les opérations de rembarquement s'achèvent avec une hâte et une fièvre qui n'avaient pas encore été observées. Les Allemands procèdent à la destruction des dépôts d'essence et d'explosifs et à celle d'ouvrages d'art sur les routes du Cap Corse et de Casamotte. La fumée des incendies monte sur l'aérodrome de Borgo, derrière la colline d'Herbalongue et au-dessus de la ville, vers la caserne Saint-Joseph et du côté de la station de chemin de fer. L'artillerie qui tire au ralenti pendant la matinée devient plus active de part et d'autre vers 14 h. Du côté allemand, un contre-torpilleur et un sous-marin en demi-plongée, stationnés près de la côte, à l'est de la batterie des Turquines, participent aux tirs d'interdiction effectués sur les crêtes qui avoisinent le col du Teguim et sur le ballon de Suerta. Une batterie allemande, installée au sud de Bastia, en avant de l'usine de la carbonite, est bien encadrée par les obus qui cherchent à la réduire au silence. Cependant, les pièces qui la composent réussissent à quitter leur emplacement, l'une après l'autre, à 20 minutes d'intervalle, pour gagner le port. Chacune d'elles ne cesse pas de tirer jusqu'au moment de son départ. Vers 16 h,
Tire-danse comme pour un barrage. Les canons et les armes automatiques installés sur les embarcations y prennent part. Pendant 1 heure environ, les pentes à l'ouest de Bastia sont arrosées d'obus et criblées de balles phosphorescentes de diverses couleurs que l'on voit ricocher sur les rocs qui hérissent les flancs de montagne. L'éclatement des obus et le sifflement de ceux qui se croisent au-dessus de la ville donnent à Bastia une ambiance de champ de bataille. C'est le barreau d'honneur des Allemands qui vont s'éloigner définitivement de la Corse et le salut de l'artillerie française à leur flottille. À 20h, une violente explosion secoue le quartier haut. Ce sont les 2 ponts de la sortie sud de Bastia qui sautent, projetant au loin, sur la ville, d'énormes blocs de pierre. Pendant toute la nuit, le bateau incendié éclaire au loin la mer et tout le quartier Saint-Joseph. On entend le bruit et on ressent les secousses produites par l'explosion des dispositifs à retard. Les obus français continuent à siffler au-dessus de la ville. Nous avons laissé le 2 octobre au soir les troupes victorieuses sur les cimes qui dominent la côte orientale de la Corse. Il semblait qu'elles n'eussent plus qu'à étendre la main pour s'emparer de Bastia. Mais l'ennemi, pendant la nuit et pendant la journée du dimanche 3 octobre, ne cesse de réagir. Son aviation survole constamment le champ de bataille de ces derniers jours en mitraillant nos unités pendant que son artillerie s'efforce d'immobiliser les échelons de tête par de fréquents tirs d'arrêt. De leur côté, nos soldats ont besoin de souffler. Depuis le 28 septembre, ils n'ont cessé de se déplacer. Le plus souvent, ils ont marché de nuit, portant de lourdes charges sous une pluie qui tombe sans arrêt et traverse les vêtements. Depuis le 29, ils se battent contre des unités d'élite qui se défendent avec un courage et une ténacité remarquables. Enfin, nous avons dit maintes fois déjà, le terrain hérissé de difficultés dans lesquelles les opérations se sont déroulées. Si l'on ajoute que les hommes n'ont pas été ravitaillés depuis le 29 septembre et les animaux depuis le 28, on comprendra que la fatigue physique, plus redoutée des combattants que les balles et les obus de l'ennemi, puisse clouer sur place des troupes dont la résistance est cependant proverbiale. Toutefois, le commandant, qui n'ignore rien de la situation de l'adversaire, donne des ordres pour que la marche sur Bastia soit reprise au plus tôt. L'artillerie d'appui direct du groupe des Tabors, que viendra renforcer une batterie française du 69e RAA, amenée par camion d'Ajaccio, et l'artillerie italienne du corps d'armée, déplacée et déployée entre Patrimoine et le col de Teghim, prendront sous leur feu le port de Bastia et les batteries signalées près du cimetière. Enfin, le premier RTM aura pour mission de marcher sur Fouriane et de reconnaître les lisières sud de Bastia, tandis que le deuxième GTM en reconnaîtra les frontières nord et nord-ouest. C'est ainsi que la première section de la 5e compagnie du premier RTM, qui a atteint Fouriane en fin de journée et est rejointe à 22h par tout le 2e bataillon, que le 3e bataillon envoie des reconnaissances vers la route nationale et que le 4e Tabor occupe garde au cours de la nuit. Le 4 octobre, dès 4h45, le capitaine Tien, venant de Corbe, se glisse dans Bastia à la tête du 73e Gaume et à 6h30 fait flotter le drapeau français sur la façade de l'hôtel de ville. Extrait de La campagne de Corse, 1943, par Raymond Serrault. Écoutons à présent le chant Teghim, produit par le groupe Insurgenti et interprété par l'atelier de chant du lycée Fred Scamarone, accompagné de leur professeur.
de parole de M. Sixte Hugolin, président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance. Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants, Monsieur le préfet, Monsieur le maire de Bastia, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la consul du Maroc, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, dans l'histoire des peuples, il est des événements qui soudent les hommes et fondent les identités. Après les ténèbres de l'occupation, un soleil radieux brille enfin sur la Corse. Le 4 octobre 1943, au petit matin, le capitaine Thème, accompagné de ses hommes, entrait dans la ville de Bastia dévastée, mais enfin libérée. Il plantait sur le balcon de la mairie le drapeau tricolore, signe de victoire et symbole de liberté retrouvée. Le 4 octobre 1943, la Corse, selon la belle expression du général de Gaulle, a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Il a fallu pourtant une longue préparation et quelques semaines de combat et de sacrifices pour rendre possible ce qui n'était jusque-là qu'un rêve. Sans attendre d'ordre de quiconque, dès l'annonce de la capitulation italienne, l'appel à l'insurrection populaire est lancé à Ajaccio le 9 septembre 1943. Accompagnés d'une foule en liesse, les responsables de la résistance se rendent à la préfecture pendant que des résistants en armes chassent les Allemands de la ville. Le préfet de Vichy est destitué, les lois de la République sont rétablies et la Corse se range aux côtés de la France libre. La stratégie mise en place par le Front National Corse a payé. Envisagée par les communistes lors de la conférence de Port et en mai 1943, l'idée d'insurrection populaire s'était traduite dans un tract largement diffusé dans toute la Corse et partout bien accueilli. Intitulé « Appel au peuple corse », il affirmait que la libération de la Corse doit être l'affaire du peuple corse lui-même. Affirmation hardie certes, mais réaliste, car la Corse est prête à la résistance depuis longtemps déjà. En fait, ici, la résistance a commencé avec la naissance du fascisme lui-même. Pour répondre aux prétentions de Mussolini, qui réclame la Corse comme terre irrédente, les Corses manifestent en masse leur hostilité. Le 4 décembre 1938, avant la déclaration de guerre, 45 000 manifestants sont dans la rue. Sur cette place Saint-Nicolas où nous sommes aujourd'hui, ils prêtent ce que l'on a appelé le serment de Bastia. De toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Et 20 000 voix répondent « Nous le jurons ». Aussi, lorsqu'en violation des conditions d'armistice, 82 000 soldats italiens débarquent en Corse à partir du 11 novembre 1942, l'ensemble de la population est déjà mobilisé. Ceux qui conservaient encore quelque illusion dans le gouvernement de Vichy déchantent. Ils se sentent trahis. En effet, dans un appel aux populations corses, le préfet Bellet déclare « Le maréchal nous demande de recevoir les troupes de l'Axe avec correction et dignité. Il désire que l'ordre règne partout. Exécution ces ordres et que Dieu sauve la France. » Devant une telle imposture, ils viennent grossir les rangs de la résistance. Comme partout, elle est diverse et dispersée.
Mais depuis la disparition de Fred Scamaroni, mort en héros, et l'arrestation de ses principaux responsables en mars 1943, la résistance gaulliste est décapitée. Les Corses adhèrent en masse au Front National qui, sous l'impulsion de Paulin Colonna d'Istria, l'envoyé du général Giraud, devient rapidement la seule organisation de résistance corse. Une seule résistance, c'est un cas unique et peut-être une des raisons du succès. Assuré jusque-là par les seuls communistes, le pouvoir est alors partagé. Un gaulliste et un girodiste entrent dans la direction du Front National. Ainsi unis, les résistants peuvent agir plus efficacement. La devise de Pascal Paoli, le père de la patrie, « Fortiseremos et serem uniti » nous serons forts si nous sommes unis, devient ainsi celle des résistants. Des manifestations des ménagères pour le pain à celles des lycéens pour la liberté, le Front National va utiliser toutes les possibilités, y compris la fibre identitaire, pour rassembler l'ensemble du peuple sans distinction d'opinion ou de croyance. Mais si la résistance a mis le peuple corse au cœur de sa stratégie, la résistance corse n'est pas une histoire sans héros. Des hommes volontaires et courageux se sont engagés dans la lutte. Bravant le danger, des femmes vaillantes se sont mises au service de cette noble cause. Et partout, des témérités se sont levées, quittant leur foyer et leur village, sacrifiant leur liberté, exposés parfois à la mort. Leur sacrifice est d'autant plus émouvant qu'ils n'avaient ni étendard ni uniforme. Soldats d'une armée sans drapeau, ils se mouvaient dans l'ombre, sans registre et sans nom. Anonymes, seuls des surnoms les distinguaient. Animés d'un genre de courage qui leur permettait de lutter sans l'espoir d'éloge ni d'épitaphe, sans peur de la mort, ils étaient seulement unis par une même volonté de chasser l'ennemi de l'île. Certes, la peur les habitait, car sur eux planait l'ombre inquiétante d'un destin funeste. Mais ils l'ignoraient, car, comme l'a écrit Jean Nigoli dans ses derniers moments, ils avaient devant les yeux une grande idée. Et ils furent nombreux, ceux qui périrent dans les combats. Quelques-uns furent même fusillés. Jean Nigoli, lui, subit un sort particulier, un sort particulièrement atroce. Condamné à mort, après avoir été odieusement torturé, il fut décapité à l'arme blanche. De sa prison, il nous a lancé un message d'espoir. Il meurt pour la Corse et pour son parti. Mais il sait aussi que l'on ne peut rester enclos dans sa seule identité sous peine de perdre son identité même. Et alors il écrit « Si vous saviez comme c'est beau de mourir en sachant que vous mourrez pour les spoliés de la terre. » Et il ajoute « Je comprends maintenant, à cette heure suprême, le sourire des martyrs. » Il meurt quelques jours avant le jour tant attendu. Aux événements que nous célébrons, il faut toujours associer la mémoire des martyrs et rappeler aussi les valeurs pour lesquelles ils ont donné leur vie. Et le jour tant attendu arrive enfin. L'Italie a capitulé, l'appel à l'insurrection est lancé, et l'insurrection venant a fait venir l'aurore. Les résistants se lancent seuls dans le combat et pendant de longs jours pratiquent une guérilla sans merci, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Le général allemand Etterlen, dans un communiqué à Berlin, parle du fanatisme des forces de résistance qui font preuve d'un net mordant. Mais la guérilla ne termine jamais le combat. Face à une armée bien équipée, dotée d'armes lourdes et de matériel sophistiqué,
en présence de soldats bien aguerris, bien entraînés et souvent féroces, une idéologie, même sublime, ne suffit pas. Il faut à la résistance l'appui d'une troupe régulière, capable d'une action suivie. Le président du Front National, Arthur Giovoni, part à Alger pour la réclamer. Le général Giraud, qui a promis d'aider les Corses, ces braves gens qui ont préparé la libération de leur petite patrie avec enthousiasme, comme il l'écrira plus tard, tient sa promesse. Le 13 septembre, débarque de sous-marin Casabianca, le premier bataillon de choc. On ne dira jamais assez ici ce que la Corse doit au sous-marin Casabianca et à son commandant Jean L'Herminier. Et le 26 septembre, débarquent les soldats marocains qui se mettent en route, poursuivant l'ennemi jusqu'au col de Santousté et de Tiguim, qui est pris le 3 octobre par les Goumiers. Certains d'entre eux sont morts pour notre liberté. Souvenez-vous, remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Aussi, lorsque je lis sur nos murs certaines phrases, à Ravivour, j'ai mal à ma Corse. Oui, cela c'est aujourd'hui, avec l'oubli, le bel oubli, noir et morne assassin, assassin des mémoires. Mais dans nos mémoires reste le passé, reste cette période de notre histoire écrite par le peuple en résistance et par ces soldats venus de loin apporter aux patriotes corses ce qui leur manquait, la force d'une armée. L'histoire abonde en leçons déplorables, et celle de la Seconde Guerre mondiale plus que toute autre. Mais cette courte période de notre histoire, qui est pourtant millénaire, restera pour toujours une page glorieuse de l'histoire de la Corse, parce qu'elle s'est terminée par la victoire. Vive la Corse, vive la France! Chant des partisans. Lecture.
de la prière à nos frères marocains en français, arabe et corse. Prière pour nos frères marocains. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur est resté, si loin des terres noires et des saules fauves, de la montagne bleue, des oliviers tordus, remplis du souvenir d'une lumière unique. Leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Seigneur, dans votre infinité bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites, à la fin de nos épreuves, la grâce de votre béatitude éternelle, Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent contre nous, épaule contre épaule, et qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. صلاة من أجل إخواننا المغاربة كم منهم ماتوا على طرقات فرنسا من أشجار السرو في بروفانس إلى ثلوج نهر الراين بعيدا عن هذه الأرض حيث بقيت قلوبهم بعيدا عن الأراضي السوداء والقصور البرية من الجبال الزرقاء وأشجار الزيتون الملتوية المليئة بذكرى ضوء واحد أغلقت أعينهم في ضباب الغرب. إلهي طمعا في كرمك اللا منتهي رغم كبريائنا وأخفاقاتنا إن أعطيتنا في نهاية أحزاننا نعمتك الأبدية. إلهي اسمح للمحاربين البرابر الأشداء الذين حرروا بيوتنا وأعادوا لأطفالنا ابتسامتهم أن يقفوا معنا كتفا بكتف ولا يعلموا يا إلهي كم أحببناهم. Quanto será no estádio de amor e per estrada de França, da Itiprese de Apruência, sino Eneu e de Ureno, tanto lontano da estradeira hindu e se firmado os obore, tanto lontano da edeira nere e da Ixur blonde, da montanha turquine e da Lali e torte, colmi de o rigor do Donalu Juniga, Iso oti siso chosi a nebbia di opponente, Signore inde a vostra bontà infinita, con tutto il nostro orgoglio e nostre mancanze. Se voi ci fate al fine di nostri strapazzi, a grazia di vostra beatitudine eterna, Signore permettete che i guerrieri crudi di Berberia que hanno liberato a nostre case e portato ai nostri fiori il conforto di un sorriso, permettete che li ci stiano a noi da spalla a spalla e che li sappiano, Signore, quanto l'avemo tenuto. Le chant des gommiers, interprété par les membres de l'association USS Corsica. Écoutez le chant des tamons. Marchez toujours, marchez quand même, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Tout en hurlant, Zinulgudem, c'est la dure loi du tamon. Regardez les groupes qui passent, le brûlant comme des loups. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien compter sur nous. Hannibal et sa légende ne sont plus qu'un bruit très lointain. Nous avons promené nos bandes de l'Atlas par-delà le Rhin et dans les rangs des GTM à l'appel du grand Toron retentit Zinulgudem pour la France et le Maroc. Et de nos pompes de l'aide, nous avons laissé nos troupeaux, notre montagne, notre plaine, pour ne connaître qu'un drapeau. C'est le
cranion du capitaine, notre destin est le plus beau. Regardez les groupes qui passent, le brûlant comme des loups. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien compter sur nous. Hannibal et sa légende ne sont plus qu'un bruit très lointain. Nous avons promené nos mondes de l'Atlas par-delà le Rhin. Et dans les rangs des GTM, à l'appel du grand orange, retentit Zidoul Godin pour la France et le Maroc. Prise de parole de Madame Lauda Ridicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports et de l'égalité homme-femme à la collectivité de Corse. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Messieurs les députés, Monsieur le président de la CAB, Monsieur le maire, Madame la consul du Maroc, Mesdames et Messieurs en vos grâces et qualités, chers membres de la communauté éducative, chers collégiens, chers lycéens, la Seconde Guerre mondiale a marqué l'histoire de l'humanité par ses atrocités. Ce sont des pages sombres de notre histoire commune qui ont été écrites de 1939 à 1945. Mais, pendant ces années-là, il y eut également des sursauts, des preuves de bravoure, des comportements qui, encore aujourd'hui, nous réchauffent le cœur et nous font ressentir cette émotion, cette fierté d'appartenir à cette humanité. C'est ce sentiment que les Corses ressentent lorsque chaque année nous célébrons l'anniversaire de la libération de la Corse, lorsque tous les ans nous honorons la mémoire de ceux qui sont morts pour leurs idées, ceux-là même qui nous permettent d'être ici aujourd'hui, de nous tenir debout, dignes sur cette place Saint-Nicolas. Nous sommes fiers en Corse d'avoir eu, dans notre histoire, Daniel Casanova, Jean Nigoli, Léo Miguel, Ernest Bonacoche, Fresca Marogne, Albert Ferrach, Doumel Oukine, Maurice Choury et tant d'autres noms qui sont tous synonymes d'héroïsme. Les Corses connurent l'occupation italienne. Notre île, par sa situation géographique, était prise au cœur d'un théâtre de guerre. Autour d'elle, l'Afrique du Nord, la péninsule italienne et ses îles. Notre destin était lié à la réalité politique du régime fasciste. Ici, les troupes italiennes débarquèrent par milliers pour occuper le territoire. Plus de 80 000 hommes. Les Allemands ont abandonné aux Italiens la gestion de l'île. Le fascisme italien a résonné de longs mois avec sa terreur, sa violence, ses arrestations et ses peines de mort exécutées sans délai. Face au fascisme, les Corses sont organisés et sont entrés en résistance. Les maquisards tentaient d'échapper aux Italiens et pendant qu'ils organisaient leur insurrection, ils récupéraient les armes qui débarquaient par la mer, larguées par les sous-marins ou parachutées. La présence fasciste était considérable comme la pression et la peur que les soldats exerçaient sur les femmes, les enfants et les hommes corses. Mais les Corses y résistèrent. Et puis, le cours de la guerre changea. Les Alliés débarquèrent en Sicile. Mussolini perdit le pouvoir. Les Italiens manifestaient chez eux pour la paix. Qu'en serait-il pour la Corse? Elle restait un point stratégique. Les Allemands revinrent. Que fallait-il désormais penser de ces Italiens qui venaient de changer de camp? Les Corses pouvaient-ils compter sur eux? Compter sur certains d'entre eux qui jusque-là les terrorisaient? Les Corses, assoiffés de liberté, firent ce choix. L'armée italienne combattit alors son allié d'hier et le port de Bastia fut le théâtre de ces combats entre d'anciens partenaires de l'Axe. Partout en Corse, les cellules de résistance s'éveillèrent. Les villes et villages s'engagèrent dans ce combat. Un peuple se souleva comme un homme pour retrouver sa dignité. Comment, en ce jour d'anniversaire, ne pas penser à ceux qui périrent avant, comme Jean Nigoli, et Sixtu Goligny en a parlé? Comment ne pas avoir un sourire en pensant aux Liévianais d'aujourd'hui, encore si fiers du courage dont leur village fit preuve? Comment ne pas penser aux soldats alliés, positionnés ailleurs et qui préparaient ces armes qui allaient être envoyées sur ce bout de terre qui représentait alors tant d'espoir? Évidemment, comment ne pas évoquer ces goumiers marocains, loin de leur pays, qui combattirent avec toute leur force pour défendre cette terre dont ils ne connaissaient rien, mais pour laquelle ils étaient prêts au sacrifice ultime.
tant de lieux nous rappellent ces combats pour la liberté. À Boc, à Dissenster, à Noategui, mais tant de monuments aux morts où il faudrait s'arrêter quelques minutes pour lire ou relire les noms de ceux qui nous permettent de vivre en hommes et en femmes libres. Cet après-midi, Madame la Ministre, vous irez au col de Tegui, mais là-haut sont gravés dans le marbre des mots qui portent tout le sens de leur sacrifice. Les mots qui disent tout ce que nous devons à ces hommes. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux sont fermés aux brumes d'Occident. Seigneur, permettez que leurs durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent contre notre épaule et qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Vous le savez tous, j'accorde une importance considérable au souvenir. Le souvenir est vital, il est la clé de l'histoire. L'histoire s'apprend et elle doit aussi se retenir. Rappelons-nous de ces femmes et de ces hommes qui, en dépit de leurs origines, de leur religion, de la langue qu'ils parlaient, ont eu comme désir commun de faire cesser la peur et de faire triompher la liberté et l'espoir. Mesurons leur courage immense alors même que la guerre est revenue aux portes de l'Europe. Rappelons-nous de ces sacrifices et de leurs mots quand des petites voix murmurent encore la haine. Souvenons-nous de ces femmes et de ces hommes, souvenons-nous de ces héros et tâchons d'en être dignes. Dio vi salve, Regina. Allocution de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Messieurs les parlementaires, Madame la représentante du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le délégué militaire départemental, colonel, Madame la consul générale du Maroc,
Mesdames et Messieurs les présidents et représentants du monde combattant, Messieurs les porte-drapeaux, chers collégiens et chers lycéens, Mesdames et Messieurs en vos grades, rangs et qualités. Il y a 80 ans, dans un chaos de corps brisés, Bastia était en sang. Mais Bastia était libre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour nous souvenir des cris vaillants des combattants qui, sous les canons, n'ont jamais cessé. Mais déjà, le 4 décembre 1938, à Bastia, la flamme de la résistance corse s'allumait dans les esprits pour ne plus jamais s'éteindre. Face aux prétentions de Mussolini sur la Corse, la Savoie et la Tunisie, des milliers de Corses prêtent serment devant le monument aux morts. Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes et sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Cette promesse, qui a résonné dans toute l'île, annonçait le devenir révolutionnaire des Corses. Cette promesse, l'envahisseur n'était pas là pour l'entendre, mais il en a fait la douloureuse expérience de son accomplissement. La libération de la Corse est présentée dans les livres d'histoire comme la première étape de la libération nationale. C'est vrai, mais elle est bien plus que cela. C'est aussi la libération de la Corse par les Corses eux-mêmes et le premier succès de grande ampleur de la résistance française. Le 4 octobre 1943, c'en est fini de plus de 2 ans d'oppression fasciste, puis nazie, qui ont bâillonné, frappé, mutilé. À la suite de l'offensive alliée en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, Hitler lance l'opération Attila et envahit la zone libre. 80 000 de ses alliés fascistes occupent la Corse le 11 novembre, puis 14 000 Allemands à partir de juin 1943. L'île est au bord de l'asphyxie. Compte alors pratiquement un occupant pour 2 habitants. À la même époque, le général de Gaulle et l'ensemble des Alliés ont conscience que l'île est un territoire hautement stratégique en Méditerranée, ce qui déterminera dans la libération de la France et plus largement du reste de l'Europe. L'histoire leur a donné raison. Alors, dès le mois de décembre 1942, le Comité français de la libération nationale déclenche la mission Pearl Harbor et envoie en Corse le sous-marin Casabianca et plusieurs hommes afin de constituer les réseaux de résistance insulaire. Un homme qui n'avait pas oublié son serment à Bastia, œuvrait dans l'ombre à ce but depuis déjà 1 an. Il s'appelait Fred Scamarone. Au début de l'année 1943, le général de Gaulle le mandate pour unifier les différents réseaux de la résistance. À la même époque, de l'autre côté de la Méditerranée, le général avait confié la même mission, difficile et essentielle, à un jeune préfet. Fred Scamaroni et Jean Moulin ont su se montrer à la hauteur du destin qui avait été tracé pour eux, pour la République, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils ont servi de la même manière. Ces 2 hommes, s'ils ne se sont sans doute pas croisés, ont chacun accompli ce que certains esprits résignés n'ont jamais pu imaginer. Avant,
qu'il n'ait pu voir éclore le succès dont il a planté les graines, Fred Escamarón est arrêté par l'OFRA, la police politique fasciste. Il est emprisonné, comme Jean Moulin. Il est torturé, comme Jean Moulin. Il a choisi de se donner la mort pour ne pas parler, comme avait essayé de le faire Jean Moulin, pour ne pas transiger avec son honneur dans son cachot à Chartres. C'est à Paul Colonna d'Istria que revient la charge de poursuivre l'unification de la résistance. Mais à mesure que celle-ci progresse, la répression de l'OFRA se fait plus féroce. Elle arrête, elle déporte, elle exécute. Gardons dans nos mémoires les noms de Fred Escamarón, de Pierre Griffy, de Jean Nicoli, de Michel Bauzy, et de toutes celles et ceux qui, emportés par l'élan de notre nation, sont morts pour elle. Le débarquement allié en Sicile le 10 juillet 1943 marque un point de rupture. Mussolini est destitué et l'Italie signe un armistice qui est proclamé le 9 septembre. Le soir même, le général Magli, commandant des forces italiennes sur l'île, reçoit 2 ultimatums. Le premier du commandant nazi, qui demande le désarmement. Le second de Paul Colonna d'Istria, qui exige une prise de position sans équivoque pour ou contre la résistance corse. Magli rejette le premier et accepte le second. Dès le lendemain, réchauffée par les braises de la liberté sur lesquelles soufflent les résistants, l'île se soulève. Et Bastia, où les forces allemandes sont concentrées, est rapidement plongée dans les forges de la fureur, car l'armée nazie, en déroute, ne pense qu'à protéger sa retraite et converge donc vers la ville. Le repli à Bastia, puis son occupation était la preuve, comme ce fut le cas partout dans le Reich à la fin de guerre, que malgré la déroute, malgré l'horizon crépusculaire, le nazisme reste un totalitarisme. Jusqu'au bout, les soldats ont servi la destruction et le chaos, comme d'autres ailleurs ont prêté allégeance à la mort. Ils menacent la ville de destruction et la confinent 23 heures par jour. Les habitants ne peuvent sortir que de 11 heures à midi. Du fait de la présence allemande, Bastia est bombardée à plusieurs reprises par les Alliés et sa population est prise au piège. Tulle, à Oradour-sur-Glane et bien d'autres villes de France, la population civile sert d'exécutoire à la pulsion de mort des occupants. On compte au moins 25 exécutions sommaires. Le 4 octobre, Bastia, ravagé et méconnaissable, est enfin libre. Le nombre de victimes montre l'intensité des combats. 75 tués, 239 blessés parmi les troupes régulières françaises. 170 tués et 300 blessés parmi les résistants. 637 tués et 557 blessés parmi les Italiens. 1600 tués et 400 prisonniers parmi les Allemands. Mais pour les Corses, la libération ne signifie pas la paix. Les sacrifices et les efforts consentis, salués par le général de Gaulle lors de sa visite, ne représentent en réalité que la première bataille de cette guerre qui reste encore à gagner. Il faut nous souvenir du destin singulier de ce département français, le premier libéré, qui connaît une mobilisation générale en 1944. Ce sont 12 000 Corses de 20 à 28 ans qui, liant les unes et les autres leurs convictions et leur espoir, partent combattre en France, et notamment
en Provence, puisque la Corse sert de base de départ pour le débarquement. L'île confirme ainsi son rôle hautement stratégique que lui avait vu le général de Gaulle. Elle devient une base arrière, base importante pour les opérations en Provence et en Italie, à tel point que les Américains la surnomment USS Corsica. C'est d'ailleurs de Bastia que s'envola Antoine Saint-Exupéry, écrivain, journaliste, poète et résistant, mort pour la France pendant une opération de reconnaissance le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises. Dans Citadelle, son roman que la mort l'a empêché d'achever, il écrit « Le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant. » Il y a de la vérité dans cette phrase. Alors continuons de vénérer la mémoire de l'aviateur et de tous ceux qui sont morts pour libérer la Corse. Dans les combats pour la libération de l'île, la résistance a joué un rôle indéniable, un rôle précurseur, un rôle où la fierté le disputait à la grandeur. Mais dans ce combat contre l'envahisseur, elle n'était pas seule. Elle était soutenue par le premier corps d'armée du général Henri Martin. Les premiers arrivés sont les hommes du 1er bataillon de choc qui, pour rejoindre Ajaccio, s'entassent dans le sous-marin Casabianca. Ils sont ensuite rejoints par le 1er régiment de tirailleurs marocains, par les Spahis et les Goumiers. Ces troupes d'Afrique du Nord ont écrit certaines des plus glorieuses pages des combats de la Seconde Guerre mondiale. Leur père s'était déjà illustré sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Si le col de San Stefano est pris le 30 septembre et que le col de Tellin est repris aux Allemands le 3 octobre, c'est notamment grâce à l'appui déterminant des troupes africaines. Les troupes régulières du 1er bataillon de choc menaient l'assaut au sud, tandis que les Tabors, les Spahis et les résistants du Cortonais et de Balagne arrivaient par l'ouest. Pris en étau, les soldats nazis n'ont eu d'autre choix que de se retirer des cols, libérant ainsi la route de Bastia. Alors n'oublions pas que nous ne serions pas là aujourd'hui si ces tirailleurs, Spahis et Goumiers ne s'étaient pas engagés pour défendre ce pays dont ils espéraient tant et pour lequel ils ont payé un si lourd tribut. C'est leur mémoire à tous que le président de la République a honoré ici même à travers l'un d'entre eux jeudi dernier. Les combats pour la liberté de Bastia furent rudes, âpres et sanglants. Mais si tous les soldats, tous les résistants qui marchaient par les cols, les montagnes et les vallées de Corse n'ont jamais plié, c'est parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient là pour gagner une guerre dans laquelle se jouait simplement la vie ou la mort de la République, c'est-à-dire la vie ou la mort de la liberté, de leur victoire ou de leur défaite dépendait de longues années, peut-être des décennies, de liberté ou d'esclavage. Il faut nous souvenir de tous ces hommes qui, pour la patrie, la Corse et la gloire, n'ont jamais renoncé ni faibli. Par leur engagement, au mépris de leur propre vie, pour lesquels, pour quelque chose de bien plus grand qu'eux, ils ont incarné ce que la République peut être de plus haut et de plus beau. Au plus dur des combats, de nombreux résistants devaient chanter ces mots que vous connaissez toutes et tous. Vers vous soupir et gémir, votre cœur affligé, dans une mer de douceur et d'amertume. Mais cette fois, c'est le souvenir de la Corse et de la France libre que cette chanson entretenait.
Il est important aujourd'hui de faire vivre notre mémoire nationale partout sur le territoire de notre pays. Il est nécessaire de l'inscrire dans le quotidien des Français, à portée de regard et de main. La cohésion de notre nation passe par cette proximité géographique qui est aussi morale. La présence parmi nous de notre belle jeunesse est aussi importante qu'elle est rassurante. Nous honorons par la commémoration aujourd'hui un contrat de vigilance entre les générations. Nous devons leur transmettre cette conscience, celle qu'il leur faudra, être attentifs et engagés pour préserver les valeurs communes qui nous permettent de vivre ensemble, leur inculquer que la mémoire est un aiguillon, une boussole et leur plus précieux héritage. Il leur revient de prendre soin d'elle et pour cela, de la faire vivre. Au moment où nous fermons les yeux de nos anciens, il ne peut et il ne doit pas. Il ne doit pas y avoir de fin au souvenir. Vive la République, vive la Corse et vive la France. Gerbe de Monsieur le délégué national et président départemental de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Gerbe du souvenir français. De la Fédération nationale André Maginot, groupement numéro 156 de la Haute-Corse et de l'Association départementale des anciens combattants.
Gerbe de Monsieur le Président national de la CUMIA. Gerbe de Monsieur le Président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance. Gerbe de la Société des membres de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du mérite. Gerbe de Madame la Consul générale du Maroc. Gerbe de Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse. Gerbe de Monsieur le député de la première circonscription de Haute-Corse.
Gerbe de Monsieur le maire et de la municipalité de Bastia. Gerbe de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire.